Alors que je concluais un contrat d'1 million d'euros à la Défense, à Paris, mon téléphone a vibré. La voix de maman était tremblante, presque brisée. « Julien, ton grand-père est gravement blessé. Nous avons besoin d'argent pour son traitement. » Mon estomac s'est noué. Je n'ai pas réfléchi à deux fois. Je lui ai donné le code de mon coffre-fort, j'ai annulé toutes mes réunions et j'ai foncé à la maison comme si ma vie en dépendait. Mais quand je suis arrivé, grand-père était assis sur le porche en train de boire son café, en parfaite santé. Mes 4 500 000 euros, en revanche, avaient disparu. Je me souviens avoir ri si fort que je lui ai fait peur, parce que le code du coffre-fort que j'avais donné à ma mère n'était pas celui qu'elle croyait. Avant de partager mon histoire, je veux savoir que vous êtes là avec moi. Dites simplement « j'écoute » dans les commentaires ou dites-moi d'où vous venez. J'adore voir jusqu'où mon histoire peut voyager. Parfois, même la plus petite connexion peut donner l'impression qu'une histoire est entendue. Merci. Et maintenant, voici mon histoire. Si les récits de trahison familiale et de rédemption vous interpellent, s'il vous plaît, abonnez-vous. Cela aide cette chaîne à grandir et maintient ces histoires vraies en vie. Je m'appelle Julien Dubois, et voici comment j'ai appris que parfois, les personnes qui vous élèvent peuvent aussi vous voler jusqu'au dernier centime et s'attendre tout de même à ce que vous leur pardonniez. Le ciel au-dessus de Paris ressemblait à de l'acier brossé cet après-midi-là, une pluie fine glissant sur les parois de verre de la tour financière Elysia. Je me tenais devant une salle remplie d'investisseurs, un pointeur laser à la main, sur le point de conclure un contrat de 11 millions d'euros. Les chiffres s'alignaient parfaitement, le genre de moment pour lequel j'avais travaillé d'arrache-pied pendant des années. Puis mon téléphone s'est allumé, maman. Et tout ce que je croyais savoir sur la famille s'est effondré en l'espace d'un souffle. Sa voix a craqué dans le haut-parleur, tremblante et paniquée. Julien. C'est grand-père. Il est tombé dans le vignoble. Il est à l'hôpital. C'est grave. Ils ont besoin d'argent tout de suite pour une opération. En arrière-plan, j'ai entendu ce qui ressemblait à des sirènes et des cris dans le chaos. Mon estomac s'est glacé. Grand-père Étienne n'était pas juste un parent, il était la seule personne de la famille Dubois qui m'ait jamais vu pour qui j'étais. Quand mon père m'ignorait ou que mon frère, Tristan, obtenait tout ce qu'il voulait, grand-père était celui qui disait « Continue, Julien. Un jour, ils te verront. » Quel hôpital ? Ai-je demandé, en fourrant déjà des papiers dans ma mallette. Hôpital Saint-Michel, a-t-elle pleuré. Ils exigent une avance. S'il te plaît, chérie, donne-moi le code de ton coffre-fort. Nous le virons immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai même pas cligné des yeux. 7410, ai-je dit, et ses sanglots ont traversé la ligne comme du verre qui se brise. Quand l'appel s'est terminé, mon assistante se tenait à la porte, tenant une tablette avec le contrat final. Je lui ai dit d'annuler le vol pour Francfort, de leur dire que quelque chose était arrivé. Son visage s'est décomposé, peut-être parce qu'elle ne m'avait jamais vu aussi secoué. Je m'en fichais. La vie de mon grand-père comptait plus que n'importe quel contrat. J'ai conduit toute la nuit en direction de la région de Bordeaux, l'autoroute glissante sous la pluie. Les essuie-glaces battaient au rythme des pensées qui se bousculaient dans ma tête. Mon frère, Tristan, avait une vie que je n'aurais jamais pu me permettre, école privée, voiture rapide, entreprise qui s'effondrait avant même d'être lancée. J'ai eu 2 emplois à l'université, j'ai bâti une carrière à partir de rien, pour me sentir encore comme un étranger dans ma propre famille. Le seul moment où le mot « famille » semblait signifier quelque chose, c'était quand ils avaient besoin de quelque chose de moi. À l'aube, je fonctionnais à la caféine et à la peur. Je n'arrêtais pas de me dire que si grand-père s'en sortait, le reste pouvait attendre. Les vignobles de Bordeaux sont apparus comme des fantômes à travers le brouillard matinal, le genre de calme qui rendait le monde impossible à croire. Quand je me suis garé devant la villa, la lumière du porche brillait d'un jaune doux. Par la fenêtre, je l'ai vu assis dans son fauteuil, sa robe de chambre nouée lâchement, un journal plié proprement sur ses genoux. En bonne santé, entier, souriant légèrement en me voyant. Il a semblé perplexe quand je suis entré, la pluie dégoulinant de mon manteau. « Mais pourquoi diable n'es-tu pas à Paris » a-t-il demandé. Je me suis figé net. Ma gorge s'est serrée. Les mots ne venaient pas, seulement la soudaine et écœurante prise de conscience que quelque chose n'allait pas du tout. L'odeur de grains torréfiés emplissait la cuisine, âcre et amère. Grand-père m'a versé une tasse, la vapeur s'enroulant dans le silence entre nous. Mon pouls battait toujours la chamade.
Tu vas bien, ai-je finalement dit, ma voix empreinte d'incrédulité. Maman a appelé. Elle a dit que tu étais tombé. Que tu étais à l'hôpital. Ses sourcils se sont froncés, de profondes rides creusant son front. Tombé? Je n'ai pas mis les pieds dans cet hôpital depuis les funérailles de ta grand-mère. T'a-t-elle vraiment dit ça? Elle pleurait, grand-père. J'ai entendu des sirènes. Il a soupiré, un soupir long hélas, le genre de son qui porte le poids des années. Elle voulait que je te dise de ne pas venir cette semaine. Elle a dit qu'il y avait des affaires de famille à régler et que ta présence compliquerait les choses. Je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. Quelque chose en moi a basculé, la colère d'abord, puis l'incrédulité, puis une clarté froide qui ne laissait aucune place au déni. J'ai sorti mon téléphone et ouvert Instagram, mon pouce tremblant. Le compte de Tristan est apparu instantanément, une photo lumineuse de lui sur un yacht, un verre à la main, la baie de Nice derrière lui. Mes parents se tenaient à ses côtés, resplendissant en lin blanc, des coupes de champagne levées. La légende disait, la famille avant tout. J'ai regardé fixement jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Ils avaient menti. Menti à propos d'un hôpital, d'une urgence, de tout. Grand-père a dû le voir sur mon visage. Sans un mot, il s'est levé et est allé dans son bureau. Quand il est revenu, il tenait un épais dossier, jauni sur les bords. J'allais te montrer ça un jour, a-t-il dit doucement en le posant sur la table. Autant que tu le vois maintenant. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des rapports de fonds fiduciaires et des documents juridiques avec la signature de mon père griffonnée en bas. Je les ai feuilletés, l'odeur du papier et de l'encre se mêlant au café amer. Les chiffres étaient précis, des transferts incessants depuis la fiducie du bois. Faible au début 50 000 € par-ci, 100 000 par là toujours pour l'éducation de Tristan, ou des initiatives commerciales familiales. En 5 ans, les montants s'étaient accumulés pour former une montagne. C'était là, noir sur blanc, ma part du fonds fiduciaire de 4 500 000 €, siphonnée petit à petit, réaffectée au luxe de Tristan et aux investissements de mes parents. J'ai reculé sur ma chaise, agrippant le dossier si fort que mes jointures sont devenues blanches. Ils m'ont volé, ai-je dit, presque pour moi-même. Le visage de grand-père était grave. J'ai donné à ton père un contrôle limité des actifs il y a des années. Je voulais être juste, vous donner à tous les deux la même chance de diriger un jour. Mais il y avait une clause. Il a tapoté le bord du dossier. Si une malhonnêteté ou un abus quelconque était prouvé, ce contrôle serait immédiatement révoqué. J'ai relevé la tête brusquement. Tu as encore ce contrat? L'original, avec l'addenda que ton père pensait que personne ne se rappelait. Il est sous clé dans mon bureau. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler, l'appel de ma mère, le voyage soudain à Nice, les vacances familiales mises en scène. Il ne se contentait pas de prendre mon argent, il m'effaçait complètement de l'empire familial. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Le seul son était le tic-tac de l'horloge sur le mur, chaque seconde martelant la vérité plus profondément. Je devrais aller les voir maintenant, ai-je dit. Les confronter. Les forcer à s'expliquer. Non, a coupé doucement grand-père. Pas encore. Ils vont déformer la vérité. Tu as besoin de preuves, pas de colère. Il avait raison. Mais le silence qui a suivi brûlait comme de l'acide. J'ai baissé les yeux sur mes mains, sur la vie que j'avais construite grâce à un travail qu'il n'avait jamais reconnu, et j'ai senti quelque chose se durcir en moi. J'ai sorti mon téléphone et tapé un message à ma mère, je suis bien rentré. Quand grand-père sera stable, j'irai le voir à l'hôpital. Quelques secondes plus tard, un seul autocollant est apparu, un cœur souriant. C'était tout. Je me suis tourné vers grand-père. J'aurais besoin d'un avocat, ai-je dit doucement. Un qui ne se laisse pas facilement intimider. Et j'aurais besoin de tous les documents originaux que tu as. Il a hoché lentement la tête, les yeux vifs malgré son âge. Amélie Durand, a-t-il dit. Ta tante. Elle a quitté l'entreprise il y a des années à cause de tes parents. Elle t'aidera. Dehors, la lumière du matin se déversait sur le vignoble, dorée sur la rosée. À l'intérieur, j'ai senti quelque chose passer de l'incrédulité à la détermination. Quel que soit le jeu auquel ma famille jouait, il venait de commettre une erreur fatale. Il m'avait rappelé qui j'étais. Et j'en avais fini d'être invisible. Je suis retourné à Paris plus tard dans la journée, des papiers en poche et un plan se formant comme un noyau dur dans ma tête.
L'appartement terrasse sentait la même chose cuire, huile de citron, le faible ozone de la pluie dehors mais rien ne me semblait familier. J'ai appelé Amélie en quittant la zone des bagages et je lui ai tout raconté, les photos Instagram, les retraits listés dans le dossier de grand-père, le timing étrange des transferts. Elle a écouté sans interruption, puis a dit la chose que je voulais et craignais d'entendre. Ce n'était pas seulement de la cruauté familiale, c'était de la fraude, et si nous agissions correctement, nous pourrions arrêter le transfert qui achèverait de les ruiner. Nous avons esquissé un plan en 3 volets par téléphone, surveillance, blocage juridique et exposition publique si nécessaire. Je lui ai parlé du code du coffre-fort que j'avais donné à maman. Je lui ai dit que j'avais déjà modifié les avoirs. La majeure partie de la valeur avait été convertie en jetons et déplacée vers une garde institutionnelle sécurisée des mois auparavant. Elle m'a demandé de configurer tous les journaux d'activité que nous avions et de ne toucher à rien jusqu'à ce qu'elle ait les papiers de gel d'urgence prêts. J'ai accepté, mais je savais aussi à quelle vitesse ils agissaient quand ils le voulaient. De retour chez moi, j'ai trouvé le bureau exactement comme je l'avais laissé, à l'exception des petites améliorations que j'avais demandées après les années universitaires de quasi-insomnie, un panneau mural caché, une console biométrique, un groupe de caméras miniatures pointées sur le coffre-fort. J'ai effectué les vérifications du système et armé les détecteurs de mouvement. Le coffre-fort était l'ancien dont grand-père avait plaisanté quand j'étais enfant, le genre qui semblait être une relique. Derrière sa façade, cependant, j'avais installé un compartiment leur y avait glissé une clé USB vierge étiquetée « Registre de la fiducie ». Les vrais actifs étaient ailleurs, cryptés et intouchables. Mais la famille ne le savait pas. Ils avaient été formés à chercher de l'argent liquide et du papier. C'est ainsi que la cupidité humaine aime encore sentir son butin. Amélie a envoyé par texto une heure d'arrivée estimée pour le bureau de son avocat. Elle allait faire appel à un juge, déposer une ordonnance restrictive temporaire et contacter discrètement 3 actionnaires majeurs qui se souciaient encore de la réputation de l'entreprise. J'ai configuré des exportations automatiques des caméras du coffre pour les télécharger sur un serveur privé et programmé une alerte conditionnelle pour envoyer les enregistrements à Amélie et aux actionnaires si un mouvement se produisait. Puis je me suis assis et j'ai attendu, ce qui est la partie la plus difficile quand chaque minute ressemble à une décision. Les journaux ont sonné alors que je préparais un petit sac, un scan d'empreintes digitales, horodaté aux premières heures du matin. L'accès s'est fait par proximité et biométrie l'empreinte digitale de ma mère. Mon estomac s'est noué d'une manière presque physique. Le flux vidéo les montrait, mon père, les yeux écarquillés, ma mère souriant trop fort, tous deux manipulant la serrure avec le code que j'avais donné. Ils se déplaçaient comme des professionnels qui avaient répété leur rôle. Ils ont ri quand le compartiment a cliqué et se sont serrés dans les bras comme si la victoire était quelque chose à célébrer. La voix de Tristan est passée lors d'un appel précipité. C'est fait, les mots de l'enregistrement étaient désinvoltes, presque ennuyés. Et dans cet ennui, j'ai entendu la cruauté. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la clé USB était un traceur en direct. Elle contenait un simple programme qui diffusait la vue exacte de la cavité intérieure du coffre vers un serveur que je contrôlais seul, horodaté et enregistré. Chaque seconde où il prenait le faux paquet, le cachait dans un sac de voyage et le chargeait dans la voiture était capturé et illisible pour quiconque essaierait d'ouvrir le lecteur sans ma clé. J'ai envoyé les enregistrements à Amélie en quelques minutes, et elle a répondu par courriel avec des instructions, dépose le gel d'urgence. Avertit la maison de courtage. La police. Ne les confronte pas seuls. Et surtout, prépare-toi à rendre l'affaire publique si la banque traîne. J'ai également configuré les courriels conditionnels pour envoyer la vidéo à 3 actionnaires majeurs si des virements dépassant un seuil bas étaient tentés. S'ils essayaient de blanchir de l'argent hors du pays, les personnes qui se souciaient réellement de la valeur à long terme de l'entreprise le verraient et réagiraient. Quand je suis retourné à Bordeaux cette nuit-là, je me sentais moins comme un fils et plus comme quelqu'un qui tend un piège à un serpent qu'il appelait autrefois sa famille. J'ai étalé les preuves sur la table de la cuisine de grand-père, capture d'écran du yacht, des retraits, photos des caméras de mon coffre. Je ne ferai pas ça à la maison, lui ai-je dit. Je le ferai là où ça ne peut pas être contesté. Sa main a trouvé la mienne sur le dossier, ses doigts fins et chauds. Où, a-t-il demandé. J'ai prononcé le mot, et il a hoché la tête. L'idée de Nice semblait obscène. Une station balnéaire pleine de gens pour assister au spectacle. Un gala où ils essaieraient de conclure leur crime avec du champagne et des discours. Si nous pouvions arrêter l'argent avant qu'il ne quitte le pays et montrer au monde la vidéo de prenant le faux paquet, nous pourrions à la fois geler le transfert et ruiner leur image d'une manière qui ferait reculer les banques et les actionnaires.
C'était impitoyable, mais la loi peut l'être aussi. Les vignes à l'extérieur de la fenêtre de la cuisine se balançaient dans le vent, et j'ai senti, pour la première fois depuis l'appel, que j'avais un avantage. Nous nous sommes envolés pour Nice avec le dossier et le contrat original rangé dans une mallette que grand-père refusait de perdre de vue. Amélie a passé des appels pendant le trajet, greffier, le juge sur lequel elle pouvait compter, et une poignée de journalistes qui avaient couvert des scandales d'entreprise auparavant. La station balnéaire où la famille prévoyait l'annonce était tout en verre et palmier, un endroit conçu pour que les riches se sentent immortels. Ils avaient invité des investisseurs, des dignitaires locaux et tous les journaux qui comptaient dans le milieu de l'hôtellerie. Mes parents n'avaient jamais été aussi soucieux des apparences, ce qui les rendait vulnérables, comme toute personne qui vénère l'image. Amélie et moi nous sommes répartis les tâches dès notre arrivée. Elle a finalisé les dépôts d'urgence et a téléphoné aux responsables des relations bancaires. J'ai parcouru le périmètre de la salle de bal et cartographié les angles de caméra et les points de vue. Dans un coin de ma tête, je continuais de regarder les enregistrements du coffre, la boucle que nous avions conservée, car la preuve est une chose tenace quand on veut que les gens cessent de croire ce qu'ils veulent croire. À son bureau de Lyon, Amélie avait trouvé un autre élément troublant, un transfert en attente de 1 100 000 € sur le point d'être autorisé depuis la fiducie. Si ce transfert passait, le compte offshore recevrait les fonds, et notre levier s'effondrerait. Elle m'a dit sans détour que si l'argent bougeait, la voie légale se rétrécirait à des poursuites civiles qui pourraient prendre des années. Nous devions les frapper là où ils ne pouvaient pas se permettre d'être touchés, leur réputation, en public et auprès des actionnaires. Nous avons travaillé toute la nuit sur 3 pistes parallèles. Premièrement, Amélie a déposé l'ordonnance d'urgence pour geler tout transfert et a demandé des audiences accélérées. Deuxièmement, j'ai rédigé le message pour les réseaux sociaux qui, si nécessaire, serait publié sur le compte de Tristan Court, précis et lié au serveur de preuves pour qu'il ne puisse pas être nié. Troisièmement, Amélie a envoyé des notes discrètes à 3 actionnaires clés, leur demandant de retenir leurs approbations lors du gala jusqu'à ce que l'entreprise clarifie les divergences. C'était chirurgical, conçu pour créer une réaction en chaîne qui forcerait la banque à faire une pause et les inviter à remettre en question ce qu'on leur avait dit. Pendant que nous planifions, un appel inattendu est venu de ma mère. Son ton était bas, contrôlé d'une manière qui ressemblait plus à une menace qu'à de la raison. « Tu fais une erreur », a-t-elle dit. « L'argent est en sécurité. Si tu continues à insister, nous cessons d'être une famille. » J'ai entendu la culpabilité bien rodée dans sa voix, la berceuse du manipulateur. Je lui ai dit, d'un ton plat et froid, « La famille a pris fin le jour où tu as menti à propos de grand-père. » Elle n'a pas répondu, seulement un silence qui ressemblait à une présence. Après l'appel, j'ai dit à Amélie de faire attention. L'information fuyait déjà. Quelqu'un au sein de son cabinet avait signalé le dépôt d'urgence, et la banque avait ralenti notre demande. Le matin du gala, la salle de bal scintillait sous les lustres, mais tout semblait fragile, comme un acteur de verre sur le point d'entrer sous les projecteurs. Les invités étaient assis pendant que les serveurs polissaient l'argenterie et que le personnel ajustait les cartons nominatifs. Tristan se tenait au bord de la scène comme un homme attendant une validation qu'il n'avait pas méritée. Mes parents se déplaçaient dans la foule, arborant les sourires polis de la royauté bien rodée. J'ai ressenti un calme étrange en vérifiant mon téléphone une dernière fois. L'enregistrement du coffre avait été dupliqué sur des serveurs sécurisés, Amélie avait une audience de prévue, et les actionnaires avaient reçu mon alerte conditionnelle. Nous avions coupé la moitié des voies qu'ils pouvaient utiliser pour s'échapper. Puis l'avocat de la banque s'est approché nonchalamment d'Amélie et a dit que l'ordonnance de gel était retardée en raison d'un « examen de conformité ». Les mots ont atterri comme un coup de poing car cela signifiait que quelqu'un était intervenu. La mâchoire d'Amélie s'est crispée. Elle soupçonnait un contact de mon père à la banque d'avoir poussé l'examen pour gagner du temps. Le temps est la monnaie des voleurs. J'ai décidé de déplacer le combat sur la scène publique. S'il pouvait ralentir la loi, il ne pouvait pas ralentir l'indignation publique, du moins pas sans un coup de réputation énorme. Je suis intervenu pendant l'événement et, avant que mes parents ne puissent commencer leur discours, j'ai demandé le micro avec le genre de calme qui captive une salle. J'ai dit à la foule que j'avais une déclaration à faire, et que rien dans leurs mots répétés ne les sauverait maintenant. Les écrans autour de la salle se sont allumés avec les images du coffre, leurs mains sur le coffre-fort, le sac, l'appel de Tristan. Le son dans la salle est passé de murmures polis à une vague de voix choquées. Le visage de mon père est devenu cendré. Le sourire étudié de ma mère s'est fissuré. Les invités qui étaient venus pour honorer un héritage regardaient maintenant cet héritage s'effondrer en temps réel.
Les actionnaires chuchotaient dans leur téléphone. L'équipe de relations publiques de l'hôte s'agitait, mais les dominos tombaient déjà. Après avoir terminé, Amélie a tendu à grand-père le contrat original et a lu à haute voix la clause qui révoquait le contrôle de gestion si un abus était prouvé. La salle, qui était venue célébrer un héritier, est restée stupéfaite alors que la réalité juridique s'imposait. Quelqu'un dans la foule a chuchoté que les gros titres étaient déjà en tendance. J'ai observé les expressions de mes parents, non pas avec victoire, mais avec la reconnaissance froide qu'une vie construite sur une perfection soigneusement entretenue venait d'être vue pleinement, sans filtre, pour la première fois. Dehors, le ciel de Nice était meurtri par la nuit qui approchait, et à l'intérieur de la station balnéaire, le masque qu'ils avaient porté pendant des années glissait sous la pression de ce que j'avais fait. La salle de bal scintillait comme une cage de verre, chaque surface reflétant une lumière dorée et une tromperie coûteuse. Le groupe de jazz jouait des mélodies basses et polies tandis que les invités en costume de créateurs trinquaient sous l'immense lustre. Les bannières derrière la scène affichaient « L'héritage en mouvement » et la foule attendait l'annonce, la passation officielle de l'Empire Dubois de Robert à son fils favori, Tristan. Je suis entré par les portes de derrière juste au moment où les caméras commençaient à tourner. Les têtes se sont tournées, des chuchotements ont parcouru la foule comme de l'électricité statique. Mon père s'est figé au milieu d'un sourire. La main de ma mère a agrippé son bras, ses jointures blanches. Tristan a semblé perdu un instant, ne sachant pas s'il devait sourire ou paniquer. J'ai souri en m'approchant du podium. « Bonsoir », ai-je dit en prenant le microphone. C'est un honneur d'assister à ce grand transfert de pouvoir. Quelle belle façon de célébrer la mort de l'honneur d'une famille. Quelques invités ont ri, pensant que c'était une sorte de blague étrange. Puis les lumières se sont tamisées et l'écran géant derrière moi s'est animé. Dessus, l'enregistrement de sécurité défilait, mes parents devant mon coffre-fort, entrant le code 7410, sortant un sac et s'étreignant comme deux voleurs qui venaient de déjouer le destin. La voix de mon père a retenti dans les haut-parleurs de la salle de bal. C'est bon. Transfère la station balnéaire à Tristan demain. Le silence qui a suivi était suffocant. Les coupes de champagne se sont figées en l'air. Le visage de ma mère s'est vidé de sa couleur. Mon père s'est jeté sur le microphone. C'est une fabrication, a-t-il crié, sa voix se brisant. Une mise en scène montée de toutes pièces pour nous humilier. Je l'ai laissé parler, puis je suis passé à la diapositive suivante, des scans en gros plan des relevés de transactions, chacun estampillé de sa signature et de la vérification de son empreinte digitale. Info, ai-je demandé doucement. Répétez-leur ça. Tous les regards oscillaient entre nous. Les lèvres de ma mère tremblaient. Et puis Tristan, mon frère en or, l'héritier prodigue, s'est avancé, le visage pâle et en sueur. Je ne savais pas, a-t-il balbutié. Maman m'a dit que grand-père voulait me faire cadeau de la station. Je ne. Tristan, a aboyé mon père, sa voix tranchant l'air, mais c'était trop tard. La foule croyait ce qu'elle voyait. La diffusion en direct était déjà devenue virale. Les téléphones étaient levés. Les gens enregistraient, chuchotaient, haletaient. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Scandale Dubois a commencé à monter en quelques minutes. L'un des actionnaires, Monsieur Lambert, un vieil ami de grand-père, était déjà au téléphone, appelant son avocat pour faire cesser immédiatement le transfert. La salle de bal semblait plus petite, plus dense, comme si tous les mensonges qui avaient jamais été dits au sein de la famille s'étaient rassemblés dans l'air, enfin visibles de tous. Ma mère a tenté un dernier sourire, tremblant. « S'il te plaît, Julien », a-t-elle chuchoté. « Tu fais une scène. »« Non », ai-je dit doucement, me tournant vers la foule. J'écris l'histoire. Et puis Amélie a franchi la porte, sa présence fendant le chaos comme une lame. Elle portait un dossier en cuir, a marché droit vers grand-père, qui se tenait dans un coin, s'appuyant sur une canne. Elle lui a tendu le contrat original, ses bords froissés mais portant toujours le sceau du notaire. La voix de grand-père tremblait légèrement mais a porté dans toute la salle. Selon l'accord de fondation, toute violation de confiance entraîne la déchéance immédiate du contrôle. À cet instant précis, j'active cette clause. Les gens ont haleté. Les journalistes prenaient des notes, les appareils photo crépitaient, et le personnel des relations publiques se précipitait pour tirer des rideaux sur les murs. Un murmure s'est transformé en rugissement alors que la sécurité et deux responsables financiers se dirigeaient vers mes parents. Dehors, des sirènes ont commencé à résonner sur la promenade des Anglais, la police financière, déjà prévenue par Amélie.
Le groupe de jazz avait cessé de jouer. Les invités se sont dirigés vers les sorties, chuchotant comme s'ils avaient assisté à une exécution publique. Je me tenais au milieu de tout cela, tenant un verre de vin qui tremblait légèrement dans ma main. La douce brûlure de la victoire n'est pas venue. Tout ce que je ressentais, c'était le poids de ce que je venais de commencer. Ce n'était pas une fin. C'était le premier coup de la véritable tempête. La lumière du matin filtrait à travers les parois de verre de la salle du conseil d'administration des hôtels et domaines du Bois, transformant l'océan à l'extérieur en éclats d'argent. La table était longue et froide, bordée de visages qui autrefois louaient mon père. Maintenant, ils observaient en silence. En tête de table se trouvaient deux auditeurs fédéraux, calmes et impassibles. Grand-père était à côté de moi, ses mains jointes sur sa canne. Amélie avait des piles de dossiers ouverts devant elle. Mon père semblait plus petit que d'habitude dans son costume bleu marine impeccable, mais sa voix était toujours aussi tranchante. Mon fils a fabriqué ces absurdités, a-t-il dit. Il a toujours été jaloux de notre succès. Il a piraté les systèmes, truqué les enregistrements, et maintenant il veut détruire le nom de sa famille. J'ai croisé son regard. Si cette vidéo était fausse, explique pourquoi chaque retrait correspond aux dates où maman publiait des photos depuis les Seychelles. Une onde a parcouru la salle. Ma mère était assise raidement à côté de lui, les mains serrées sur ses genoux. L'un des auditeurs a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre ayant des informations pertinentes. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis une voix tremblante s'est élevée du fond de la pièce. C'était Marc, le comptable principal qui avait travaillé sous les ordres de mon père pendant des années. Il s'est levé, pâle et tremblant, une enveloppe scellée à la main. Je ne peux plus garder ça, a-t-il dit en la posant sur la table. Ce sont des copies de factures falsifiées que Madame Dubois a approuvées. On m'a dit qu'elle faisait partie d'une structure de remboursement, mais les montants ne correspondaient jamais. J'ai tout gardé. L'air est devenu lourd. Le souffle de ma mère s'est coupé. Marc, ne fais pas ça, a-t-elle chuchoté, mais il a gardé les yeux baissés. Les auditeurs ont pris l'enveloppe, parcourant chaque page. Le bruit du papier froissé était assourdissant. Tristan a enfoui son visage dans ses mains. Je ne veux pas de la station, a-t-il dit soudainement, sa voix se brisant. Je ne l'ai jamais méritée. Je ne sais même plus ce qu'elle représente. Il m'a regardé à travers ses larmes et, pendant une seconde, je l'ai revu comme un enfant effrayé, le même garçon que je couvrais autrefois, celui qui obtenait tout parce que je ne pouvais pas dire non. Je voulais le détester, mais tout ce que je ressentais, c'était de la pitié. Puis mes parents ont commencé à se disputer, les mots se chevauchant, les accusations se déversant comme de l'acide. Mon père reprochait à ma mère d'avoir été négligente. Ma mère a rétorqué que c'était sa cupidité qui les avait ruinés. La pièce a éclaté jusqu'à ce que le bruit d'une chaise raclant le sol ne brise le tumulte. Grand-père avait essayé de se lever, s'agrippant à la table pour garder l'équilibre, mais son corps l'a lâché. Il s'est effondré avant que quiconque ne puisse l'atteindre. « Grand-père » ai-je crié, me précipitant à ses côtés. Sa respiration était superficielle, sa peau cendrée. Quelqu'un a appelé à l'aide et, en quelques secondes, le son d'une sirène d'ambulance a rempli l'air extérieur stridente, identique à la fausse que ma mère avait jouée au téléphone ce jour-là. L'écho de cette sirène m'a tordu les entrailles alors que les ambulanciers le soulevaient sur une civière. Il a ouvert les yeux juste assez longtemps pour me serrer la main. « Ne les laisse pas emporter notre nom avec eux », a-t-il chuchoté. Quand les portes se sont refermées derrière lui, le silence est retombé. Amélie a fait glisser un document sur la table vers moi. « Il a signé ça hier soir », a-t-elle dit doucement. Contrôle temporaire des hôtels et domaines du Bois, avec effet immédiat en cas d'incapacité. Mon père a frappé la table de la paume de sa main. « Vous ne pouvez pas faire ça », a-t-il aboyé. Mais les auditeurs s'étaient déjà levés. « Monsieur et Madame Dubois », a dit l'un d'eux, « nous allons devoir vous demander de venir avec nous pour un interrogatoire. Il y a des mandats d'arrêt actifs basés sur les preuves présentées. » Il n'avait plus l'air si puissant. Les yeux de ma mère allaient de moi au dossier devant moi, son expression prise entre la peur et l'incrédulité. Mon père a essayé de parler, mais les agents les emmenaient déjà. La porte s'est refermée derrière eux, ne laissant que le murmure des vagues au dehors. Je me suis rassise sur ma chaise, fixant la table jonchée de papier, les péchés de ma famille réduits à de l'encre et des signatures. Mes mains tremblaient, bien que je ne m'en sois rendu compte que lorsqu'Amélie a touché mon bras. Ils ont volé mon argent,
ai-je dit doucement, presque pour moi-même. Mais ce qu'il ne pouvait pas prendre, c'était sa foi en moi. Dehors, l'orage du matin a déferlé sur la baie, le tonnerre grondant sur la ligne d'horizon. J'ai regardé par la fenêtre striée de pluie et j'ai réalisé que je n'étais plus le fils qu'on avait trompé pour qu'il donne un code de coffre-fort. J'étais celui qui réécrivait l'histoire de la famille, et cette fois, je ne donnais la clé à personne. La salle d'audience fédérale du centre-ville de Nice était un théâtre froid de verre et de métal, baigné d'une lumière fluorescente blanche qui rendait tout le monde plus pâle qu'il ne l'était. Dehors, les couloirs étaient bordés de caméras et de journalistes. À l'intérieur, c'était silencieux, à l'exception du bourdonnement de la climatisation et des clics réguliers des stylos sur les carnets de notes. Amélie était assise à côté de moi, une forteresse de calme dans un tailleur bleu marine. De l'autre côté de l'allée, mes parents et leur avocat chuchotaient furieusement, leurs visages des masques de tension et de peur. Quand l'enquêteur principal a appelé mon nom, je me suis levé et je suis monté à la barre. Le microphone a grésillé une seconde quand j'ai commencé. Je m'appelle Julien Dubois, ai-je dit, ma voix basse mais claire, et j'ai été trompé par les personnes en qui j'avais le plus confiance. Je leur ai tout raconté, du premier appel téléphonique la voix tremblante de ma mère, les fausses sirènes en arrière-plan jusqu'au moment où je lui ai donné le code de mon coffre-fort parce que je pensais que mon grand-père était mourant. J'ai décrit ma conduite à travers la nuit pour ne trouver que grand-père en bonne santé, sirotant son café, et la prise de conscience que tout avait été un mensonge. J'ai expliqué comment j'avais découvert les fonds manquants, les transferts falsifiés et les tentatives cachées de céder l'entreprise à mon frère. L'avocat de la partie adverse s'est levé pour objecter, affirmant que la preuve vidéo était, manifestement altérée. Amélie n'a pas sourcillé. Elle s'est dirigée vers le centre de la pièce et a fait signe d'éteindre les lumières. « Votre honneur » a-t-elle dit, « voici l'enregistrement de sécurité brut et horodaté de la résidence de Monsieur Dubois, vérifié par le fabricant du système. » L'écran s'est allumé, montrant la séquence continue et non montée, le scan biométrique, la date et l'heure exacte en surimpression, le son des voix de mes parents. Il n'y avait aucune coupure, aucun montage, juste la vérité en haute définition. Puis l'un des enquêteurs a présenté de nouvelles preuves, des courriels imprimés récupérés sur un disque dur saisi. L'objet de l'un d'eux disait « Transférer 4 500 000 au compte de contingence avant la cérémonie ». L'expéditrice était ma mère. Le message avait été tracé jusqu'à son ordinateur personnel, signé avec son identifiant numérique crypté. Elle l'a regardé comme si elle n'avait jamais vu son propre nom auparavant. Lorsqu'on lui a demandé de répondre, elle s'est levée slowly, la voix tremblante mais défiante. « Je l'ai fait pour cette famille », a-t-elle dit en se tournant vers le public. « Pour mon mari, pour Tristan. Julien nous a toujours enviés, a toujours douté de nos intentions. Il voulait diviser cette famille, et je l'ai interrompu, calme mais tranchant. Tu as prétendu que grand-père était mourant pour pouvoir vider mon compte. Ce n'est pas une famille. C'est du vol. » Le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quel argument. Mon père a essayé d'intervenir, son ton cassant de rage. « Assez de ce cirque. Tu crois que tu as gagné quelque chose? Tu vas détruire le nom de la famille. » Son avocat lui a tiré la manche, mais il l'a repoussé. « J'ai fait ce que je devais faire », a-t-il crié soudainement, la voix se brisant. « Je voulais protéger notre réputation. Si l'entreprise lui revenait, tout le monde penserait que j'ai échoué. » Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. L'enregistreur sur le bureau clignotait en rouge, capturant chaque syllabe. Même les enquêteurs semblaient surpris. Les yeux d'Amélie ont croisé les miens pour une brève seconde de complicité. Le reste de la session s'est déroulé rapidement après cela. Le jury s'est retiré pendant 10 minutes, puis est revenu avec une décision provisoire. Tous les actifs de la famille Dubois seraient gelés jusqu'à la décision finale, et le contrôle temporaire des hôtels et domaines Dubois me serait confié sous supervision fédérale. J'ai à peine entendu le reste des détails, juste le son du marteau, les déclencheurs des appareils photo qui explosaient à l'extérieur, et le bourdonnement des voix qui montaient derrière moi. Quand je suis entré dans le hall, des flashs de lumière blanche m'ont aveuglé. Un journaliste s'est avancé avec un microphone. « Monsieur Dubois, qu'est-ce que ça fait de voir vos parents accusés de vous avoir escroqué ?» J'ai fait une pause, les mots coincés dans ma gorge. « C'est triste », ai-je dit finalement. « Mais parfois, la vérité doit être cruelle avant de pouvoir guérir quoi que ce soit. » J'ai continué à marcher, dépassant les caméras, dépassant le chaos, jusqu'à ce que le son devienne un écho sourd. Amélie m'a rattrapé,
m'a fait un signe de tête discret. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. Mais tu as déjà tout changé. Et je savais qu'elle avait raison. Le monde dans lequel j'avais grandi, les paillettes, la fierté, les faux-semblants avaient disparu. À sa place se trouvait quelque chose de dépouillé, fragile et réel, la vérité. 3 mois plus tard, la lumière d'automne sur Paris était plus douce, atténuée par des nuages qui ressemblaient à de la cendre et de la soie. La ville avait retrouvé son rythme, mais pour moi, tout avait changé. Le tribunal avait rendu son verdict final. Robert et Hélène Dubois avaient été reconnus coupables de fraude financière et de complot en vue de détourner des fonds fiduciaires. Ils ont été condamnés à une peine de prison fédérale, leurs actifs restant saisis pour rembourser ce qu'ils avaient volé. Tristan avait disparu des médias, s'éclipsant tranquillement à l'étranger. Certains disaient Londres, d'autres Barcelone. Cela n'avait pas d'importance. Hôtels et domaines Dubois étaient maintenant à moi légalement, définitivement et publiquement. La première réunion du conseil d'administration sous ma direction fut sobre, mais résolue. Chaque visage à cette table avait autrefois appartenu à l'empire du silence de mon père. Maintenant, il se tournait vers moi pour obtenir une direction. J'ai fait simple. À partir de ce jour, ai-je dit, nous reconstruisons cette entreprise sur la confiance. Pas de mensonges, pas d'accord dans l'ombre. Plus jamais. Des applaudissements ont rompu le silence. Ils n'étaient pas bruyants, mais ils étaient sincères. J'ai passé les semaines suivantes à restructurer les départements, à régler les salaires impayés et à rouvrir le programme de formation des employés qui avait été gelé des années auparavant. La première initiative que j'ai approuvée fut le fonds de bourse d'études Étienne Dubois, dédié aux enfants de nos travailleurs les moins bien payés. Grand-père avait toujours dit que l'équité n'était pas un geste, c'était une discipline. Un après-midi tardif, Amélie est passée à mon bureau avec une enveloppe scellée. Le papier était vieux, l'écriture familière. Il a laissé ça avec moi, a-t-elle dit. Il a dit que tu saurais quand l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une photocopie de la toute première charte de l'entreprise, signée d'une encre si pâle qu'elle ressemblait à de la fumée. Une note de grand-père était jointe, écrite de sa main soignée et penchée. Ils peuvent prendre la fortune, Julien, mais si tu gardes ton intégrité, la fortune retrouvera son chemin vers toi. J'ai posé la lettre sur mon bureau et je l'ai regardée longuement. Il avait su comment cela se terminerait. Peut-être même m'y avait-il préparé depuis le début. Cette nuit-là, alors que la ville brillait sous la pluie, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Tristan. Je ne veux pas de l'argent. J'espère juste qu'un jour tu pourras me pardonner. Je n'ai pas répondu. Je l'ai sauvegardé dans un dossier privé intitulé « Histoire ». Certaines choses n'ont pas besoin de réponse. Elles ont juste besoin de cesser de saigner. Je suis sorti sur la terrasse, l'air frais contre mon visage. La ligne d'horizon scintillait sur le verre des tours voisines. J'ai pensé à ce coffre-fort, 7410. Les chiffres qui représentaient autrefois la trahison. Maintenant, ils symbolisaient tout autre chose, la prévoyance, la clarté, la force. Le code était devenu une histoire en soi, un rappel que la confiance, une fois brisée, peut aussi être reconstruite, mais seulement par ceux qui sont prêts à affronter ce qui l'a détruite. Dans les semaines qui ont suivi, Hôtels et Domaines Dubois a retrouvé sa stabilité. Les anciens investisseurs sont revenus, de nouveaux sont arrivés, et le personnel a recommencé à parler avec fierté. Pour la première fois, l'entreprise n'était pas un monument à l'ego. C'était un endroit qui semblait vivant.